Monsieur Eric Anceau, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir à nouveau. Nous avions réalisé il y a quelque temps un entretien sur Napoléon III. Donc aujourd'hui, l'entretien sera consacré à Napoléon Ier. C'est une année impériale et napoléonienne par excellence, hein, puisque cette année, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. J'ai une question que j'aimerais vous poser, parce que je l'ai posée à beaucoup de vos confrères historiens et j'aimerais avoir votre avis. C'est comment vous présenteriez Napoléon à une personne qui ignorait tout de Napoléon? Alors Napoléon, c'est un personnage qui est fascinant. C'est le personnage sans doute qui sur Terre est le plus connu. Et mon maître Jean Tullard disait qu'on avait écrit sur lui, vous savez, plus de livres que de jours qui s'étaient écoulés depuis sa mort, pardon. Et je dirais en fait pour le présenter qu'il présente la particularité d'avoir été un chef de guerre absolument génial, mais également un réformateur de l'administration et de la vie politique du pays absolument incontournable. Il y a un avant et un après la constitution de Brumaire en 8, c'est-à-dire la constitution napoléonienne. Brumaire n'y vaut en 8. J'aimerais avoir votre avis au sujet de toutes ces polémiques sur Napoléon, polémiques qui aujourd'hui reposent, selon moi, dans la majorité des cas, sur des anachronismes ou sur des visées politiciennes. Et certaines de ces polémiques visent même jusqu'au démontage des statues, voire même à les maculer. J'aimerais avoir votre avis, votre avis là-dessus, en fait, votre sentiment. Alors, la première chose que je dirais, vous faites cette interview en pleine fin de commémoration, je dirais, de la commune, et je mettrai en parallèle, si vous voulez, la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon avec le 150e anniversaire de la commune. C'est-à-dire que commémorer n'est pas célébrer. Bien évidemment, dans la commune, il y a des choses que nous réprouvons, mais personne ne niera que c'est un temps fort de l'histoire de France, et l'un de mes collègues qui s'appelle Quentin de Hermoz a publié un livre pour montrer l'impact en 1871 qu'a pu avoir à l'échelon mondial la commune. Il en est de même de Napoléon. On le disait dans votre question précédente et la réponse que j'ai faite. Napoléon, c'est un personnage absolument marquant de l'histoire de l'humanité. Il est inconcevable de ne pas le commémorer. Alors après, bien évidemment, dans le bilan napoléonien, il y a du pour et il y a du contre. J'évoquais tout à l'heure un peu la grandeur. On dira que dans le plateau de la balance négatif, il y a par exemple le rétablissement de l'esclavage, par exemple, ou les pertes des guerres napoléoniennes qui sont très très importantes. Hein. On parle de plus d'un million de victimes. Donc il faut tout prendre en compte, mais encore une fois, une commémoration, c'est se souvenir en commun d'un moment incontournable de notre histoire. Et indéniablement, on a fait un mauvais procès à Napoléon lorsque certains n'ont pas voulu le commémorer. Heureusement, le président Macron n'en a pas tenu compte, et même si on y aurait à dire sans doute sur la manière dont les choses ont été commémorées, mais il a commémoré ce bicentenaire et c'est une très bonne chose. Alors, on va revenir à l'histoire au sens strict du terme, et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet suivant. Sans la Révolution, est-ce que Napoléon serait resté dans les échelons inférieurs de la société, ou au contraire, il était trop talentueux pour rester prisonnier de sa condition? Alors, pour être clair, sans 1789, est-ce que Napoléon aurait pu devenir maréchal de France sous un roi Bourbon, ou au contraire, sa condition sociale l'emprisonnait à rester petit capitaine, voire même quitter la carrière militaire pour devenir, pourquoi pas, écrivain? Alors c'est une question très compliquée parce qu'on on ne peut pas se faire devin quand on est historien. Vous savez qu'à la fin de l'Ancien Régime, il y a un durcissement, une réaction nobiliaire qui va amener entre autres à l'adoption de l'édit de Ségur, qui dans les cadres de l'armée fait qu'il faut 4 quartiers de noblesse pour pouvoir accéder au grade supérieur de l'armée. Et donc d'une certaine façon, les roturiers qui avaient pu au cours des décennies précédentes faire une carrière brillante se retrouvaient bridés. Peut-être cet édit aurait-il été abrogé. Ce qui est certain, c'est que Napoléon Bonaparte présentait tant de talents, et vous avez évoqué également ses talents littéraires,
qu'on ne l'imagine pas se cantonner dans des grades subalternes de l'armée. Il aurait très probablement fait une carrière politique, administrative dans les bureaux de l'armée, ou bien littéraire, effectivement, voire, allez savoir, scientifique, puisque n'oublions pas qu'il est passé par l'école militaire et qu'il était justement dans le génie. Et donc, il ne se serait sans doute pas contenté d'un grade subalterne dans l'armée royale. C'est très clair. Vous avez commis un livre sur les élites que j'ai lu, que j'ai chroniqué, que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que nous aurons l'occasion de faire un entretien vidéo que sur ce thème. Mais j'aurais quand même vous poser une question là-dessus. C'est le rapport de Napoléon et des élites, ou le contraire, le rapport des élites avec Napoléon. Et donc, ma première question sur ce thème très précis, c'est à la veille du coup d'État de Brumaire, quelle est l'attitude ou quelles sont les attitudes des élites à l'égard de Napoléon? Est-il vraiment attendu comme le sauveur ou pas? Alors, par une partie des élites, oui. Rappelons peut-être que c'est Sieyès, qui est l'un des directeurs, il vient d'entrer au directoire à ce moment-là, qui se cherche un sabre. Et il envisage dans un premier temps un général qui s'appelle Joubert. Malheureusement, Joubert est tué à la bataille de Novi à l'été 1799. Et c'est là que, par l'intermédiaire des frères de Napoléon Bonaparte, son frère aîné Joseph, son autre frère Lucien, qui prendra bientôt d'ailleurs la présidence du Conseil des 500, l'une des deux assemblées du directoire, eh bien, ils vont servir un petit peu d'intermédiaire avec le général qui se trouve à ce moment-là en Égypte et l'inciter à rentrer pour devenir ce sabre de Sieyès. Donc il y a une attente dans une partie de l'élite, effectivement, d'un général, d'un sabre qui mettrait un terme à l'anarchie, même si, vous le savez, il y a une réécriture en fait de l'histoire après coup, et en particulier par l'entourage de Napoléon Bonaparte, pour dire que le directoire allait à volo. Les choses sont un petit peu plus compliquées. L'historiographie a montré que le directoire avait réalisé un certain nombre de grandes choses. Toujours est-il que dans une partie de l'élite, il y a cette attente. Napoléon Bonaparte, bien évidemment, va en bénéficier. On sait qu'il a avec lui une partie de l'armée. On sait qu'il a avec lui les banquiers. On pense à Perregaux en particulier, qui va financer en grande partie son coup d'État. Il avait besoin d'argent pour, on va dire, avoir dans son camp certains directeurs comme Barras, mais également une partie de la troupe. C'est un coup d'État militaire que le coup d'État du 18 et 19 Brumaire en 8. Et après, alors les relations entre les élites et Napoléon Bonaparte vont être des relations, je dirais, en sinusoïde. C'est-à-dire que tant que Napoléon Bonaparte sert les intérêts de l'élite, eh bien, il va être soutenu. Mais quand les guerres, l'enchaînement des guerres vont être jugés négativement par les élites, il va être abandonné. C'est ce qu'avait montré mon maître Jean Tullard dans la biographie au milieu des années 1970 qu'il avait consacrée à Napoléon, Napoléon ou le mythe du sauveur. Et vous avez fait allusion à mon livre. Cette période du consulat de l'Empire est tellement importante que j'y consacre un chapitre. Elle ne représente sur les 250 ans d'histoire que je traite dans mon livre, après tout, qu'une quinzaine d'années, mais elle est tellement importante qu'elle occupe un chapitre entier sur les 11 chapitres du livre. Alors, j'insisterai un tout petit peu là-dessus, si vous le voulez bien. Donc, Jean Tullard, on a bien compris, avait parlé des élites. Vous aussi, on parle souvent des années 1812-1813 comme la rupture avec les élites ou les notables qui abandonnent, voire même certains emploient l'expression de lâcher Napoléon. Mais dans le contexte des années 1812-1813, comment ça se manifeste concrètement? Comment des élites peuvent-elles lâcher l'empereur des Français? Alors, à plusieurs niveaux. Alors, d'une part, les élites économiques, parce que pendant plusieurs années, ces élites économiques ont bénéficié de la stabilité qu'avait apporté Napoléon Bonaparte, et d'autre part, de l'extension du territoire. Vous évoquez 1812-1813, l'apogée territoriale de l'Empire, c'est 1811, la France des 130 départements, de Hambourg au nord à Rome et Barcelone au sud, et tous les États satellites, puisque Napoléon a placé eh bien, les membres de sa famille sur les trônes européens et a mis dans son orbite, je dirais, un certain nombre de puissances qui avaient pu être contre lui dans les premières années de son pouvoir. À partir du moment où vous avez un retournement de conjoncture économique, à partir du moment où vous avez cette campagne de Russie qui tourne au fiasco, eh bien, les élites économiques, les élites sociales, mais aussi les élites politiques
vont lâcher l'empereur Napoléon III. Et ce qui non, Napoléon, pardon. Et ce qui est très grave, c'est que le corps législatif, qui était l'Assemblée à l'époque, qui faisait les lois, qui était dans la main théorique de Napoléon et de son régime, va elle-même contribuer à le lâcher. C'est le fameux rapport Lenné, du nom d'un député bordelais, qui réclame d'être associé au pouvoir et de limiter les pouvoirs du souverain et qui l'invite à conclure au plus vite une paix avec ses ennemis. Alors, Napoléon ne l'acceptera pas, il congédiera les députés et il choisira de nommer le président du corps législatif pour l'avoir encore plus à sa botte qu'avant. Et il choisira quelqu'un qui ne faisait pas partie d'ailleurs de l'Assemblée pour mieux la contrôler. Quel est le poids de la propagande napoléonienne dans la réussite et l'ascension de Napoléon? Alors, Napoléon Bonaparte, ça a été montré par de nombreux historiens et sans doute l'un des premiers chefs d'État à user de façon d'ailleurs très intelligente de la propagande. Il s'y était initié, je dirais, avant même d'accéder au pouvoir, puisque lors de ses campagnes d'Italie et d'Égypte, il va justement faire œuvre de propagande par le biais d'offices de presse qu'il va acheter ou faire acheter. Et il va réussir le tour de force en Égypte, d'occulter certains épisodes qui sont peu glorieux. On pensera au siège de Saint-Jean d'Acre, qui tourne rapidement au fiasco, ou bien encore à la destruction de sa flotte à Aboukir par Nelson, en occultant ces faits et en mettant au contraire les épisodes glorieux, la bataille des pyramides, en avant. Et durant le consulat et l'Empire, fort de cette expérience, fort du pouvoir qu'il a concentré entre ses mains, eh bien, il va dans la presse, autour de la presse, Cabanis l'avait montré dans un ouvrage assez pénétrant, voilà un demi-siècle, eh bien, utiliser tous les ressorts, je dirais, de la propagande. Mais il le fait aussi en art. On rappelait à l'occasion du bicentenaire et des expositions magnifiques qui sont organisées, combien il avait su magnifier des épisodes qui ne l'étaient pas forcément. On a en tête ce fameux tableau de David, de Bonaparte passant le col du Mont-Cenis, où il est représenté sur un cheval fougueux, en désignant l'horizon avec son doigt, là où dans la réalité, en fait, il passe ce col, parce que c'était plus commode, bien évidemment, sur un petit mulet. Donc, de l'art de modifier la réalité à son avantage. Il y a un paradoxe que j'aimerais aborder avec vous, c'est le rapport des historiens à Napoléon. C'est que certains historiens reprochent à Napoléon d'avoir été un tyran, un usurpateur et un dictateur, quant à d'autres reprochent à Napoléon d'avoir été trop gentil avec ceux, par exemple, qui volaient dans la caisse, comme Bourrienne, ou ceux qui l'ont trahi. Citons les deux grands, Fouché et Talleyrand. Certains même reprochaient à Napoléon de ne pas avoir fait fusiller Talleyrand et Fouché. Donc, comment expliquez-vous ce côté à la fois dictateur et en même temps d'autres qui le considéraient comme trop gentil, voire même peut-être faible, si on prend ses rapports avec sa famille, notamment ses sœurs, avec ses sœurs? Alors, il y a, je crois, deux éléments, voire trois à prendre en ligne de compte ici, différents niveaux, si vous voulez, d'analyse. Le fait que Napoléon, non, n'est pas un dictateur. On a souvent, vous savez, on lit l'histoire au prisme du présent ou d'une histoire plus proche, et on a pu comparer, certains ont pu comparer Napoléon à des dictateurs du XXe siècle. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de comparaison qui soit possible, tout simplement peut-être parce que Napoléon n'avait pas les moyens au début du XIXe siècle qu'ont pu avoir des dictateurs en termes d'état policier par la suite. Alors, il va bénéficier du ministère de la police générale qui avait été créé par le Directoire et qui va, avec Fouché que vous citiez tout à l'heure, prendre une très grande importance, mais ce ne sont pas les moyens tels que les dictateurs du XXe siècle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément nous renvoie à la personnalité de Napoléon et à ses origines. Ses origines sont des origines corses, et pour un Corse, pour un Latin, pour un Méditerranéen, bien évidemment, la famille revêt une grande importance, on le sait, et le fait qu'il place sur les trônes ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères est lié en grande partie aussi à ses origines, l'importance aussi de sa mère, on le sait. Et puis alors le troisième élément, c'est sa personnalité propre. Indéniablement, Napoléon n'est pas un rancunier.
Vous évoquiez le cas de Talleyrand. Il sait que Talleyrand le trahit, mais il a besoin de Talleyrand. Et donc, il va mettre de l'eau dans son vin et de façon très pragmatique utiliser Talleyrand. De ce point de vue, on compare souvent, vous savez, Napoléon avec d'autres grands chefs d'État qui l'ont suivi, et en particulier avec Charles de Gaulle. Charles de Gaulle était beaucoup plus rancunier que ne pouvait l'être Napoléon. D'ailleurs, je vous renvoie, si vous êtes intéressé à ce parallèle, bien évidemment, au très beau livre que Patrice Guéniffet a consacré aux deux hommes, et où il les compare, y compris psychologiquement, et où il reprend ce que je viens d'indiquer là. Vous êtes un spécialiste de Napoléon Ier et Napoléon III également du 19e siècle? Oui, plutôt de Napoléon III que de Napoléon Ier. Voilà. Alors, il y a un autre paradoxe que j'aimerais évoquer avec vous, si vous le voulez bien, c'est Karl Marx disait « je ne suis pas marxiste, le bonapartisme politique a existé, et pourtant Napoléon n'était pas à proprement parler bonapartiste ». Comment expliquez-vous alors ça, c'est une question vraiment très intéressante que vous posez. Effectivement, alors déjà, le bonapartisme est un pragmatisme. Donc ça, c'est la première chose. Et les deux souverains qui ont été des souverains bonapartistes sous les deux empires, Napoléon et Napoléon III, sont des pragmatiques. Avant tout, ils ont en ligne de mire l'intérêt de la France, l'intérêt général, l'intérêt supérieur de l'État, et en fonction de cet intérêt qu'ils ont en ligne de mire, eh bien, ils appliquent une politique qui, quand on l'analyse de près, peut paraître, on va dire, une voie non droite, mais avec un certain nombre de virages. C'est d'autant plus vrai concernant Napoléon qu'il n'y a pas de corps de doctrine à l'époque de Napoléon qui se met en place. Plusieurs historiens, je pense à Frédéric Bluch, qui ont travaillé sur le bonapartisme, évoquent un certain nombre de lettres ou de proclamations de Napoléon. Par exemple, ces trois fameuses proclamations quand il revient au moment des 100 jours. Mais tout ça ce ne sont pas des écrits théoriques. Alors, en revanche, avec Napoléon III, c'est autre chose, puisque dès ses jeunes années, ça lui a été inculqué par sa mère, la reine Hortense, qui était la belle-fille et la fille adoptive de Napoléon, eh bien, il se prépare à gouverner. Et dans ses écrits de jeunesse, dès ses écrits de jeunesse, dès 1832, et plus encore avec les idées napoléoniennes et des idées napoléoniennes en 1839 et 1840, eh bien, il élabore un corps de doctrine qui est le corps de doctrine bonapartiste. C'est lui véritablement l'inventeur du bonapartisme. Alors, il n'en demeure pas moins que rien n'est figé. Comme je le disais, Napoléon III a pu adopter au fil du temps une politique différente. Le domaine qui me paraît le plus flagrant, je vais peut-être vous étonner, c'est le domaine colonial. On le sait peu, mais quand il est emprisonné au fort de Ham dans les années 1840, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, est un très grand détracteur du colonialisme et des colonies. Alors, il en accepte, parce qu'il a lu les Saint-Simoniens, l'Algérie, il considère qu'il y a des choses peut-être à faire en Algérie, mais par contre, toutes les autres colonies, il les réprouve et il dit que la France ferait mieux de se concentrer sur l'Europe, occuper une grande place de l'Europe, retrouver son rang en Europe. Et à partir du moment où il devient chef de l'État, et plus encore après son coup d'État quand il devient l'empereur Napoléon III, eh bien, il va se lancer dans une politique d'expansion coloniale. Donc tout ça pour montrer, si vous voulez, le pragmatisme. J'ajouterai un dernier élément, c'est que bien évidemment, il y a un corps de doctrine à partir de Napoléon III, corps de doctrine bonapartiste, mais vous avez bien évidemment ceux qui font vivre le bonapartisme, et des bonapartistes, vous en trouvez sur l'échiquier politique, à droite, au centre, à gauche. Vous avez des conservateurs, vous avez des gens qu'on qualifierait aujourd'hui également de progressistes. J'en veux pour preuve le cousin germain de Napoléon III, dont personne ne niera qu'il est bonapartiste, le prince Napoléon, Plomplon, et qu'on surnommait le bonapartiste rouge parce qu'il avait frayé avec les socialistes. Il avait été montagnard pendant la Deuxième République. Donc vous voyez, le bonapartisme peut aller dans différentes directions. Au sujet du règne de Napoléon, les historiens évoquent différentes erreurs. Alors, je ne vais pas les citer pour ne pas vous influencer, mais j'aimerais avoir votre avis, Eric Anceau. Quelle est pour vous, si vous deviez retenir qu'une seule erreur de Napoléon, quelle serait-elle?
Alors pour moi, la plus grande erreur de Napoléon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, de bien plus grands spécialistes du Premier Empire que moi, Thierry Lenz, d'autres l'ont montré, hein, c'est bien évidemment l'expansionnisme, l'impérialisme, on pourrait le dire, en Europe, là pour le coup, hein, et pas en Outre-mer, puisque vous savez qu'il va, et ça lui a été reproché aussi par ailleurs, vendre, on dira même brader la Louisiane, qui aurait pu permettre à la France une implantation très forte en Amérique du Nord. Mais en revanche, en Europe, on le disait tout à l'heure, par le biais des princes de sa famille qu'il place sur les trônes, des guerres perpétuelles qu'il va mener, il va se trouver entraîné dans une spirale. Alors, on a pu dire que oui, il n'était pas celui qui provoquait les guerres, mais qui se trouvait confronté à des coalitions menées contre lui, peut-être. Toujours est-il que lorsqu'il a eu, et il l'a eu à plusieurs reprises, l'opportunité de conclure la paix, j'évoquais tout à l'heure ce lâchage par les notables en 1813, non, il a poursuivi la lutte. Ça va être la fameuse campagne d'Allemagne et la défaite de Leipzig en octobre 1813 contre les Allemands. Donc, c'est cette spirale en fait qu'on peut le lui reprocher parce que l'œuvre intérieure est absolument grandiose et en particulier l'œuvre administrative. Alors, il y a une recomposition après de ce qu'a voulu faire Napoléon par lui-même dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il se donne peut-être plus qu'il ne devrait le beau rôle en politique extérieure et également dans le domaine social, car son neveu Napoléon III, qui l'aimait beaucoup, le créditera d'une œuvre sociale importante. Force est de constater que tel n'est pas le cas, hein, et que l'œuvre du Second Empire est bien plus importante que celle du Premier. J'ai toujours considéré le vol de l'Aigle comme le plus beau référendum de l'histoire de France. Qu'en pensez-vous? Alors, le plus beau, je ne sais pas. Référendum, plébiscite aussi, il faudrait discuter ce point. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ça participe de l'épopée. C'est absolument incroyable, puisque, effectivement, bon, même s'il évite, on le sait, la vallée du Rhône, où les monarchistes sont très nombreux, et d'ailleurs, quand il était parti en exil, dans son premier exil, avait manqué de lui faire un sort. Puis on verra ce qu'il en sera pendant la Terreur blanche également, du sort réservé aux Bleus et aux bonapartistes dans cette vallée du Rhône. Et donc il passe par les Alpes, hein, c'est la fameuse route qui prendra le nom de route Napoléon. Globalement, les populations se rallient sur son passage. Ce qui se passe à Grenoble, ce qui se passe à Lyon, et de ce point de vue-là, effectivement, on peut parler d'une forme de plébiscite. Les ouvriers qui vont au-devant de lui, hein, ce qui se passe ensuite à Lons-le-Saunier, à Auxerre et à Paris, bien évidemment, où il est porté à bout de bras par le peuple jusqu'au palais de l'Élysée, eh bien, est assez phénoménal de ce soutien populaire. Alors, il commettra peut-être ici une petite faute, même une grande faute, en disant qu'il ne veut pas être l'empereur de la populace, et il se retournera, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, vers les élites pour gouverner pendant les 100 jours. Hein. C'est peut-être ici une erreur parce qu'il y avait profondément ce soutien populaire, effectivement, au moment de ce vol de l'Aigle, hein, et il n'a pas su suffisamment capitaliser là-dessus. Oui, après la défaite de Waterloo, il dira « Je ne veux pas être le roi d'une jacquerie ». Exactement. Alors, j'ai encore 3 questions. Très bien, on parle de Waterloo. Napoléon défait à Waterloo. Est-ce un rendez-vous manqué avec l'histoire? Là, c'est pareil, on ne peut pas savoir. Ça va faire beaucoup pour sa légende. Hein. C'est clair que on pense par exemple ici à Stendhal, on pense à tous ceux qui ont écrit sur cette bataille de Waterloo. Tout est légendaire chez Napoléon. Toutes ces batailles, ses victoires comme Austerlitz ou Iéna et ses défaites, et la plus grande de ses défaites, c'est bien évidemment la bataille de Waterloo. Alors, en plus, si vous voulez, s'ajoute au tragique de l'épisode les trahisons qui ont précédé la bataille, le déséquilibre des forces, le fait que la bataille elle-même aurait pu rebasculer dans le sens de Napoléon, et puis ces intempéries qui, je dirais, vont miner le terrain là où Napoléon a besoin effectivement de mouvement sur un champ de bataille
pour faire aller son génie, même quand il est en infériorité numérique. Donc Waterloo participe indéniablement de sa légende. Qu'en aurait-il été si Waterloo n'avait pas été une défaite et avait été un succès? Je ne sais pas. Simplement, je constate que de nouveau, l'Europe était totalement coalisée contre lui. Et je constate un autre fait, je le dis toujours à mes étudiants, puisque j'ai un cours sur l'histoire de l'Europe qui démarre justement en 1815 avec la bataille de Waterloo et le congrès de Vienne. Les Alliés concluent le congrès de Vienne, donc liquident la domination napoléonienne le 9 juin 1815. Ça, c'est fascinant, puisque la bataille de Waterloo, c'est le 18 juin, c'est-à-dire une semaine et demie plus tard. Et donc, dès avant, ils considèrent que Napoléon, c'est fini. S'il n'est pas défait dans cette campagne de Belgique, il le sera peu après. Donc, c'est important, vous voyez, d'avoir le regard, non pas que nous avons, nous, mais que pouvaient avoir les contemporains. Et la plupart d'entre eux considéraient que voilà, cet épisode de folie, très aventurier, pré-romantique, dira-t-on, le romantisme est en train de connaître ses prodromes, eh bien, est voué à l'échec, en fait. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, premier président élu au suffrage universel masculin, est-elle une revanche posthume de Napoléon Ier? Indéniablement. Vous savez que Louis-Napoléon Bonaparte était très peu connu au moment de l'élection présidentielle de 1848. On l'avait dit un petit peu tout à l'heure, il a connu une très très longue vie d'exil. Il n'est rentré de cet exil qu'au mois de septembre précédent. Et d'ailleurs, il y est rentré après avoir été, on utilisait le mot de plébiscite tout à l'heure, plébiscité dans les élections législatives à l'Assemblée constituante de la Deuxième République, mais il doit en fait ce plébiscite à la légende de son oncle, en fait au fait que dans les campagnes, toute une aura de Napoléon demeurait, mais même dans une partie de l'élite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, après il tournera kazakh, mais Victor Hugo, qui est déjà notre plus grand écrivain à ce moment-là, en termes de notoriété, eh bien, est fervent bonapartiste et soutiendra Louis-Napoléon Bonaparte dans son journal L'Événement dans la campagne présidentielle par admiration pour son oncle. Et donc, c'est par la légende napoléonienne en très grande partie, et en partie aussi par une utilisation très habile, alors là pour le coup, de la propagande et de l'argent dont il bénéficiait, et également du vide à droite, parce qu'il est le seul candidat à droite, là où il y a pléthore de candidats à gauche dans cette élection présidentielle de novembre-décembre 1848, que Louis-Napoléon Bonaparte est élu absolument triomphalement. La légende joue à plein. Donc, ma dernière question sera la suivante, Monsieur Anceau. Dans 100 ans ou dans 200 ans, il y a de fortes chances que vous et moi, on ne soit plus là. Est-ce que Napoléon sera toujours commémoré le 5 mai 2221? Alors là aussi, c'est un petit peu de l'histoire fiction. Je ne sais pas. Je pense, parce que quand vous regardez l'empreinte qu'il a laissée au cours des 200 dernières années, quand vous regardez le fait, et beaucoup craignaient dans les milieux, on va dire, d'historiens de Napoléon, que ce bicentenaire soit vraiment passe aux oubliettes. Finalement, il n'est pas du tout passé aux oubliettes. On en a quand même beaucoup parlé. Il y a de fortes chances que sa mémoire dure encore beaucoup. Alors là, avec le déconfinement, de grandes expositions ont été montées, vous savez, dont la grande exposition de la Villette sur Napoléon. On va voir si ou pas elle recueille un succès populaire, mais on le voit dans les librairies. Il est clair que les livres qui se vendent le plus aujourd'hui en France sont les livres qui portent sur le Premier Empire et ceux qui portent sur la Deuxième Guerre mondiale et le général de Gaulle. C'est les trois temps forts de notre histoire contemporaine qui séduisent nos concitoyens. Donc, selon moi, cela va durer. Alors, 200 ans, je ne sais pas, mais il y a lieu de le penser, en tout cas pour de nombreuses décennies. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.